Donc, déjà pour commencer, je vais vous expliquer que c'est pas un pont, mais c'est deux ponts qu'on a aujourd'hui. On appelle le deuxième pont de moulin, mais en réalité, il est en deux tabliers. Si vous avancez un tout petit peu par là, vous allez bien comprendre. Avancez-vous, avancez-vous. Et puis, faites attention quand même où vous marchez. Et puis, on va regarder en face de nous. Donc, c'est deux ponts. Et on le voit bien en regardant la structure, ce qu'on appelle la structure du tablier. Le tablier, c'est finalement la partie horizontale qui permet de supporter les voitures. Un pont, on a des fondations, des piles de pont, donc c'est tous les, on pourrait appeler plus classiquement des poteaux, et un tablier de pont. Et quand on regarde à gauche et à droite, on voit que c'est pas du tout la même structure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un grand pont, mais en réalité, c'est deux ponts. Et qui sont reliés ici par la pile centrale. Ça, c'est un petit peu le cœur du chantier. Donc il y a un pont qui va là-bas et un pont qui va là-bas. Après, ils sont reliés au milieu. Une fois que les deux seront finis, on verra même pas la différence. Quand on va passer dessus, on verra même pas qu'on passe d'un pont à l'autre. Ce sera uniforme. Mais il y a deux principes constructifs, deux conceptions différentes, celle de gauche et celle de droite. Pourquoi à gauche, pourquoi à droite? Parce qu'ici on est sur une partie assez urbaine, on voit que le pont il est pas très haut, on est sur un parking, pour l'instant c'est encore un chantier mais à terme ce sera un parking. On a des piles qui sont très serrées, là on a une pile de pont tous les 20 mètres, si vous regardez derrière vous elles sont très régulières. Donc quand on regarde à droite, on a des piles qui sont beaucoup plus espacées et on n'est plus du tout sur un parking, une zone urbaine, on est au-dessus du lit de l'Allier. Donc on traverse, donc l'eau est un peu plus loin, on ira la voir au bout, mais on traverse la zone qu'on appelle la ripisylve. La ripisylve c'est la zone qui est très facilement inondable, qui est un petit peu boisée avec des arbustes, etc. Et donc, comme on est sur une zone plus sauvage et naturelle, et ben on va essayer de limiter l'impact. Là ici on a un impact qui est assez lourd avec une pile tous les 20 mètres, là on va avoir une pile tous les 60 mètres. Donc forcément en ayant une pile tous les 60 mètres, on va laisser plus de place à la nature. On va avoir une hauteur qui est plus importante aussi. Et c'est pour ça qu'on a deux conceptions de tabliers différents. Deux conceptions de tabliers, deux conceptions d'appui différents. Donc aujourd'hui, l'avancement il est à peu près similaire sur les deux ouvrages. Ils ont été construits en même temps. On a commencé les travaux en début 2022, début 2021, pardon, ça fait très longtemps qu'on est là. Donc on a travaillé sur des deux côtés en même temps, les deux tabliers ont été construits, et donc aujourd'hui on arrive sur la fin. De ce côté-ci, c'est pour ainsi dire terminé, il reste que les habillages, la chaussée, les trottoirs, les choses qui sont... On n'a fait que le béton armé, je reviendrai après sur le béton armé un peu plus tard, mais on a fait que le béton armé, il reste encore tous les équipements, pour que ça soit joli, que ça soit équipé avec des beaux garde-corps, etc. La partie droite, vous voyez qu'on a encore des outils de coffrage qui servent à finir le béton. Est-ce que vous savez ce que c'est du béton? Le tablier qui est au-dessus de nous, c'est du béton. C'est même du béton armé, parce que il y a du béton et il y a des armatures. Et si on reste sur le béton, à terme, c'est un élément qui est dur, qui est solide, et pour le casser, il faut un engin, un marteau-piqueur, etc. Par contre, pour mettre en place du béton, on ne met pas en place des blocs qui sont solides. Le béton, avant d'être dur, il est mou, il est plastique, on appelle ça. En fait, c'est quelque chose qui est fluide, qui est pas fluide comme de l'eau, ça fait une pâte. Mais quand on fabrique le béton, au démarrage, c'est une pâte. Et dans cette pâte, dedans, il y a plusieurs choses. Il y a des cailloux, qui ressemblent à des cailloux qu'on a ici. Il y a du sable, il y a de l'eau et du ciment. Et c'est un peu le ciment, l'élément magique de ce mélange. On va faire une grosse pâte à gâteau avec tous ces éléments-là. Et c'est le ciment qui va faire une réaction chimique, notamment entre le ciment et l'eau. Le sable et les cailloux sont là pour donner de la matière et vraiment du corps à la pâte. Mais c'est le ciment et l'eau qui vont lancer une réaction chimique qui vont permettre à la pâte de durcir. Quand on mélange de l'eau et du ciment, alors il y a beaucoup de formules différentes, mais si on prend un exemple très classique, quand on va mélanger les deux, ils vont rester mous pendant entre 2 heures et 6 heures. Et au bout de 6 heures, ils vont déjà commencer à être très durs. Et plus on va le laisser de temps, plus il va durcir. C'est-à-dire qu'un béton qu'on a fabriqué il y a un jour, il est dur. C'est-à-dire que si on s'appuie dessus, c'est dur. Par contre, si on essaie de le casser au marteau, on va l'abîmer. Si on attend 3 jours, 4 jours, quand on va taper au marteau dessus, ça va plus l'abîmer beaucoup. Et au bout de 3 semaines, au bout de 4 semaines,
Là, il va avoir durci, on appelle ça, il aura fait sa prise et il sera à sa résistance maximale. Donc voilà, donc le béton, c'est un matériau qui est vivant, relativement vivant au démarrage. Plus il vieillit, moins la réaction est terminée en gros, donc il y a beaucoup. Mais c'est un matériau vivant. Et donc pour construire l'ouvrage, les piles de pont, le tablier, le principe c'est de mettre en place des coffrages. Le coffrage, c'est un gros moule. C'est un gros moule qui a la forme, donc là pour les piles qui sont juste derrière vous, qui a la forme de la pile. Dans ce coffrage, il y a ce qu'on appelle les armatures à béton. Parce que le béton, allez, je suis sûr que vous le savez en plus. Le béton, il a une propriété, il travaille très bien. Alors en général, dans les réactions, il y a les réactions de traction et les réactions de compression. Le béton, il est très fort pour une des deux. À votre avis, laquelle? La traction ou la compression? La traction? Et sinon, la compression. Donc voilà, donc le béton, il travaille très bien en compression. Ça veut dire que si on coule admettons, on fait un petit cube de béton. Si on vient poser des charges dessus, on peut poser un cube de béton de 1 mètre par 1 mètre, on peut poser une grosse pelle mécanique comme il y a là-bas, on peut le poser dessus, il ne va pas casser. Par contre, si on vient mettre une vis dans le béton et qu'on vient tirer très, très fort dessus, et ben là le béton il va éclater. Parce qu'on va le travailler en traction. Donc on a, du coup dans l'ouvrage on a forcément du béton pour venir s'appuyer dessus et que l'ouvrage soit solide. Mais dans l'ouvrage, on a quand même aussi des contraintes qui font travailler le béton en travers, qui vont le faire flamber. C'est un peu plus complexe, mais bref. Et donc pour qu'il puisse reprendre les charges, les efforts de traction, on va ajouter quelque chose dans le béton. On va ajouter des armatures. Les armatures, c'est donc des barres. J'en ai pas sous les yeux, mais on en verra un peu plus haut. Ici, c'est ce qu'on voit là. Le compagnon qui est là, donc l'ouvrier, il est juste devant des armatures pour béton armé. Donc les armatures, c'est des barres de fer qui sont un petit peu crénelées là pour bien que ça colle au béton. Et donc c'est ces armatures là qui vont permettre de reprendre les efforts de traction. Donc le béton armé, c'est un système mixte du béton et des armatures qui travaillent aussi bien en compression que en traction ou en flexion même. Si on veut plier un poteau, c'est pas le béton qui va retenir les efforts, c'est les armatures. Voilà un petit peu. Donc l'ouvrage, on a commencé par faire des fondations. Donc on les voit plus aujourd'hui parce qu'elles ont été finies un petit moment. Mais donc on a sous les piles ici, on a des grosses semelles. Une grosse semelle, c'est une semelle comme pour une chaussure. C'est une grosse semelle qui fait ici 13 mètres de long, 5 mètres de large, 1 mètre d'épais. C'est une grosse dalle en béton. Celle-là, elle est posée sur le sol. Et on va venir construire la pile dessus. Et par-dessus la pile, on va faire le tablier. Donc pour la pile, on l'a dit, on met un coffrage. Donc là, un coffrage qui a une forme circulaire. On va faire les 3 poteaux. On met des coffrages qui ont la forme des 3 poteaux. On vient couler le béton dedans. Le lendemain, parce que le lendemain, le béton est déjà suffisamment dur, on enlève le coffrage, le moule, et on découvre le béton définitif. Après, on va s'attaquer au tablier. Pour les piles, elles n'ont pas la même forme, mais le principe est le même. Un coffrage, on coule du béton liquide dedans. Le lendemain ou le surlendemain, on ouvre le coffrage et on découpe la pile. Pour le tablier, on a 2 structures complètement différentes. Je vais d'abord parler de celui-ci et puis on parlera de l'autre tout à l'heure en s'approchant. Donc celui-ci, pour construire le tablier, il faut imaginer que c'est pareil. Quand on met en place le béton, il est liquide. Donc pour aller tenir le béton, quand on veut le mettre en place, on met en place un grand étaiement. L'étaiement, c'est un petit peu le tour qu'on voit là, c'est exactement ça, c'est de l'étaiement. Sauf qu'ici, pour faire le tablier qui est là, on en met sur toute la longueur et sur toute la largeur du pont. On en met partout. C'est une petite tour sur laquelle on met une pelle, le plaqué. Le plaqué, vous le verrez en passant juste devant, on va passer devant là. C'est des plaques de bois qui font 15 mm d'épaisseur. On les met côte à côte, ça fait ce qu'on appelle un fond de moule. Et donc ça nous permet après d'aller travailler déjà, d'aller marcher dessus, d'aller poser les armatures de béton, parce qu'il y en a partout là, il y en a tout le long, donc globalement dans 1 mètre cube de béton, 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre de haut, il y a à peu près entre 2 et 300 kg d'armature.
Donc vous imaginez que si sur 1 mètre cube il y en a 300 kg, vous imaginez que là il y a sur le pont, sur cette partie-là du pont, il y a 1200 mètres cubes dans tout le tablier. Je vais faire le calcul, vous me direz à la fin. Donc on fait ce grand étaiement sur toute la surface, on vient poser les armatures et c'est pareil, on remplit de béton. Le lendemain le béton a commencé à durcir, on peut marcher dessus, plus de problème. Il faudra encore attendre un petit peu pour pouvoir enlever l'étaiement. Parce que pour enlever l'étaiement, il faut que le béton soit suffisamment dur. Donc on ne peut pas enlever l'étaiement le lendemain où on a coulé. Donc on va attendre. Là ici on a attendu un petit peu moins d'1 mois. Une fois qu'on a attendu 1 mois, on peut enlever le coffrage. J'ai parlé de béton armé. Le tablier ici, c'est un béton armé très contraint. Je le fais rapide. Le béton armé, c'est du béton et des barres qui sont rigides, comme ce qu'on voit là, qui sont assemblées. Et dans celui-là, on va rajouter de la pré-contrainte. La pré-contrainte, c'est une armature aussi, mais qui n'est pas rigide comme celle-là, c'est un câble. C'est un câble qui est mou, qui est flexible. Et donc, c'est des câbles qu'on va faire traverser tout le tablier. Le tablier, il fait 70 cm d'épaisseur. Et donc, dans cette épaisseur-là, on va faire passer un câble qui démarre d'ici, donc au nœud de l'ouvrage, puisqu'après, c'est plus la même structure. Il part de là, il va jusqu'au bout. Et il y en a 22 dans la largeur du tablier, il y a 22 câbles, on les verra juste après, on va venir à voir. Pensez-moi à vous montrer les têtes d'ancrage là-bas. Mais donc ces câbles, on les met en place dans le tablier, et avant d'enlever l'étaiement, pour être sûr que le béton il tienne tout seul, ces câbles on va les mettre en tension, on va tirer dessus. Donc on enfile un câble, on va laisser, avant de couler, on va laisser un tube, un tuyau, qui traverse tout le tablier. Quand on aura avant d'enlever l'étaiement, on va enfiler ce câble dedans et on va tirer dessus. Et le principe d'un câble quand on le tire, c'est le même principe que quand on fait de la slackline. Quand vous faites de la slackline, si vous ne l'avez pas tendue, la slackline, elle fait une grande vague. Elle n'est pas étendue au début, mais quand vous montez dessus, ce qu'elle fait, elle plie. Là, le principe, c'est que le câble qu'on aura fait traverser, on va tirer dessus très fort. Et comme pour la slackline, si vous l'attendez bien à fond, vous montez dessus, elle reste droite. Donc là, c'est le même principe. Ils vont arriver dessus. Et donc celui-ci, il n'est pas lisse du tout. Il va adhérer au béton. Donc si on l'utilise, quand on va vouloir décoffrer, ouvrir le coffrage, il va rester un peu collé sur le béton qu'on a coulé la veille. Et ça risque de casser le béton qui est encore un peu frais. Et donc voilà, tout ce qu'on a là, en fait, c'est le contreplaqué qui a servi. Et on voit d'ailleurs, les marques en rectangle au plafond. Et en fait, un rectangle, c'est une plaque comme ça. Allez, on va s'avancer. C'est ce qu'on appelle du néoprène, donc c'est un caoutchouc très très dur. Et donc c'est les petits aimants noirs qu'on voit là qui sont intercalés entre les dés en béton là. On a un petit élément noir qui fait à peu près 40 par 40 cm. Et donc ça c'est ce qu'on appelle l'appareil d'appui. Cet appareil d'appui, donc il est en néoprène, en caoutchouc, et c'est lui qui va permettre d'absorber les mouvements du tablier. Parce qu'un tablier, le béton, ce que je disais, il est vivant, déjà vis-à-vis des températures. Tous les éléments, si vous faites un peu de chimie, vous devez le savoir, quand on a une variation de température, les éléments prennent plus ou moins de place dans l'espace. Donc le principe est le même pour le tablier, c'est que plus il fait chaud, plus le tablier il sera grand. Aujourd'hui en hiver, si on revient en hiver quand il va faire 0 ou moins 5 et qu'on revient au mois d'été quand il fera 35 degrés, le tablier ici, il aura pris entre 5 et 10 cm sur toute la longueur. Il va s'allonger de 5 ou 10 cm. Et donc il y a ces mouvements-là, il y a les mouvements qui sont apportés par le trafic qui est au-dessus. Parce que quand on a un camion qui a un poids lourd ou quelque chose qui circule sur l'ouvrage, le camion ça fait bouger un pont. Ça fait bouger un pont, alors d'une quand ça roule, on le sent déjà quand on est sur un pont et qu'il y a un camion qui passe, on sent que ça vibre un peu. Il y a ça, il y a quand le camion il freine sur la route, et forcément les roues adhérant au support, en fait il a tendance à entraîner le pont avec lui. Alors ici c'est pas le cas, mais sur d'autres ouvrages, à certains moments, si un camion il roule à 50-60 et qui met un coup de frein qui pile,
et ben en fait le tablier va se déplacer. Alors ici ça se verra pas trop, mais sur d'autres ouvrages ça peut se déplacer de 15 à 20 cm. Un camion en poids lourd qui est chargé, s'il arrive un petit peu fort et qu'il pile, le tablier va se déplacer d'une dizaine de centimètres. Et c'est les appareils d'appui qui sont là, qui vont déjà accepter ce déplacement, parce que si c'était que du béton, le béton il va pas bouger, soit il va casser, soit ça va se déplacer, ça va jamais se remettre à sa place. Donc là les appareils d'appui permettent d'absorber la dilatation de l'ouvrage avec les effets de température, les vibrations du pont, les efforts liés au freinage, liés à la circulation des véhicules. Et c'est ces appareils d'appui là qui vont permettre ce déplacement. Et donc ces appareils d'appui, ils se déforment, ils vont un petit peu sur la droite, un peu sur la gauche, et c'est eux qui absorbent tous ces déplacements. Des deux côtés du pont, vous aurez ici une corniche, on appelle ça une corniche métallique. C'est un bandeau qui va venir cacher en fait toute la rive en béton. C'est donc d'habillage clairement esthétique. Et puis après on va avoir forcément un garde-corps. Donc là les deux éléments ont été dessinés spécifiquement pour le pont. Donc il y a un architecte qui travaille sur l'ouvrage. On a fabriqué un élément témoin spécifique conforme à ce que nous a demandé l'architecte. Et donc ça c'est les garde-corps qui vont être posés donc à la place là tout de suite. Vous voyez qu'il y a des garde-corps assez rudimentaires, c'est des équipements de chantier, mais qui nous permettent d'être en sécurité pendant les travaux. Une fois avant de mettre en circulation l'ouvrage, on remplacera les garde-corps provisoires par ces garde-corps définitifs qui sont... Le premier tablier, on n'ira pas sur l'autre tablier, mais on le verra en dessous. Et sur le premier tablier, donc celui-ci, il est bouche. Alors là, pour l'instant, on a du mal à se rendre compte parce qu'on a l'impression qu'il arrive un peu nulle part. Il arrive plus haut que tout le reste. Mais c'est parce qu'il y a des travaux qui ont démarré. Ici, en face. Tout le carrefour qui est devant nous, il va être complètement refait et il va être rehaussé. Là, le pont, aujourd'hui, il arrive à peu près à 1,60 m au-dessus des camions, des voitures qui circulent. Mais à terme, tout le carrefour il va être remonté, il va être remblayé pour arriver au même niveau que le tablier de pont. Et donc là, il faut imaginer que donc on aura, sur ma droite, il y aura un grand trottoir qui va faire 4 mètres de large. Globalement, qui va arriver à peu près au niveau du trou dans le tablier. Là. Ça va être un grand trottoir. Après, on aura une voie de circulation pour aller vers Moulins. On aura une deuxième voie de circulation à côté pour aller vers la Madeleine. Et encore un petit trottoir, mais un trottoir d'1,40 m, donc un trottoir très classique. Donc voilà, donc on aura deux chaussées de circulation, dans un sens et dans l'autre, un trottoir de chaque côté. Et donc à terme, on aura vraiment le carrefour, une fois qu'il sera rehaussé, on va arriver sur un rond-point ici à la sortie du pont. Et on pourra aller soit au lycée, soit du liant, qui est un liant bitumineux. C'est du bitume, donc du pétrole modifié. Mais on n'a plus d'eau. On n'a plus de ciment, on a remplacé entre guillemets le ciment par du bitume et on a toujours les gravillons. C'est les gravillons qui font le corps encore de la matière et c'est le bitume qui va lier les gravillons ensemble. Ça va être beaucoup plus élastique, beaucoup plus souple que le béton. En enrobé, si vous verrez, quand il fait très très chaud, en général chez nous on n'a pas trop de problème, mais quand il fait très très chaud, des fois on a l'impression que les voitures presque elles font des marques dans le goudron qui est noir. Parce que c'est souple le bitume et quand il est très chaud il a la tendance à refondre un petit peu et donc ça permet d'absorber encore plus les chocs de circulation, etc. Si on était sur du bitume, la chaussée serait beaucoup trop dure, elle aurait moins d'adhérence. Le fait que ça soit un liant bitume un peu plus souple, on améliore l'adhérence et donc quand on a une circulation de véhicule, qu'on a besoin de freiner vite, etc. Et bien on s'en sort un peu mieux. Appareillage, des armatures, coffrage. Et bientôt, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a du béton qui arrive aujourd'hui justement pour aller couler ça. Et donc là on voit bien, on a une étape, approchez-vous un tout petit peu. On va pas voir, vous n'allez pas marcher sur les barres, mais approchez-vous un petit peu. Là on voit très bien ce que je vous disais tout à l'heure. On a donc au fond, on le devine en dessous, l'étaiement. Vous avez la même chose ici sur le tablier. On a des petites poutrelles qui nous permettent de répartir les efforts sur l'étaiement. Le contreplaqué qui nous sert d'habillage.
Et c'est sur ce contreplaqué, on va pouvoir circuler et on va poser les armatures de béton. Sur les côtés, ils ne sont pas encore en place, mais sur les côtés, forcément, on va mettre les coffrages. C'est un peu le même principe que là. Là-bas en face, c'est deux choses différentes. Hein. Là, on est en train de coffrer une longue ligne de pont. Et là, ils sont en train de ferrailler ce qu'on appelle l'about du tablier. Là, on avait coulé le tablier jusqu'ici, il nous manquait encore 2 mètres. Donc là, on est en train de préparer les 2 mètres qui nous manquent. Et donc là, on a 2 étapes. On a une étape qui est en ferraillage. On a une étape qui est en coffrage. Et donc la dernière étape, elle arrive dans 1 heure ou 2. C'est le coulage où on va venir envoyer le béton dans le coffrage qui est à gauche. Demain, on fait les petits réglages, on renvoie le béton et on recommence le lendemain. Philippe, c'est notre grutier du chantier. Donc c'est lui le pilote de la machine qui est juste derrière nous. Et donc Philippe va pouvoir répondre à ta question. Qui est C'est quoi la masse maximale que Alors, là c'est 35 tonnes. La valeur nominative de la machine, c'est-à-dire ce qu'elle peut prendre à 3 mètres de l'axe de la tourelle. La moitié de la machine, si tu veux, à 3,50 mètres à 35 tonnes. Plus elle va loin, moins elle est forte. C'est-à-dire que là, il y a 27 mètres de flèche, à 25 mètres de portée, elle prend 2 tonnes. Tu vois? C'est que le principe de la... Si tu connais le tabouret, si tu prends une chaise, tu la mets là comme ça, là, t'es fort. Là. Et si tu la mets là-bas, t'es moins fort. C'est exactement pareil. Donc là, 35 tonnes, globalement, quand il va avoir son crochet, donc là, on a le crochet qui est au bout là-bas, avec la petite mascotte qui est accrochée. Quand elle va être juste devant la grue, il va pouvoir lever 35 tonnes. 35 tonnes, c'est le poids d'une un poids lourd, et un semi-remorque qui transporte du matériel, c'est 35 tonnes. Donc il peut soulever un camion s'il est vraiment juste devant la grue. Donc oui, monsieur. Voilà. Quand il va baisser, s'il baisse son mât, on appelle ça la flèche. S'il baisse sa flèche, il va pouvoir envoyer 2 tonnes. Donc une belle voiture, une grosse voiture, Un bout de flèche. c'est-à-dire à 25 mètres. 25 mètres. À 25 mètres. Donc 35 tonnes devant lui, 2 tonnes à 25 mètres. Plus t'es loin, moins t'es fort. Et Après, Philippe, il a des petits bras. Il y en a qui ont des grues plus grosses. Alors, La plus grosse grue qu'on a fait venir ici, ouais. c'est à peu près c'est le même principe, hein, c'est une grue comme ça, simplement qui est plus grosse. La plus grosse, c'est ce qu'on appelle, c'était une 200 tonnes. Et donc 200 tonnes, de la même manière, juste devant elle, quand elle est juste devant elle, elle peut soulever 200 tonnes. Donc je vous laisse compter ce que ça fait en nombre de camions. Par contre, elle peut envoyer, donc là, elle doit pouvoir aller un peu plus loin de 25 mètres, elle doit pouvoir aller à 40 à peu près. 50 mètres. 50 mètres. 25 mètres. Et à 50 mètres, elle va pas faire beaucoup plus que Philippe par On contre. aura toujours 2 tonnes. Ah ouais. À 50 mètres, elle pourra encore Elle faire 2 pourra tonnes. 2 fois plus loin que moi. Et elle peut lever jusqu'à quelle hauteur en fait si elle devait lever À 55 mètres du sol. Ah ouais. 55 mètres sur crochet, c'est-à-dire Sur la hauteur, toute la hauteur de la flèche, Tout un- on peut monter. Ouais, donc il peut lever, et puis prendre des il poulies. peut aussi descendre. Ah oui. Là finalement, il va lever des charges qui sont plus basses que lui. en négatif. Négatif, voilà. Deuxième coup. Donc le coût total du support Moulin, d'ailleurs pas que supporté par Moulin parce qu'il y a une partie qui est financée par la région Rhône-Alpes-Auvergne, une partie par le département, mais le coût total de l'opération c'est 30 millions d'euros, toute taxe comprise. Dans ces 30 millions d'euros,
il y a la construction de l'ouvrage, du pont, et aussi tous les travaux de raccordement, donc le chantier qui est en cours sur le cours de Bercy, le futur, les travaux qui vont y avoir à l'extrémité là-bas du pont pour raccordement, etc. Et le coût total du projet, c'est 30 millions d'euros. Et donc ici, là sur ce chantier, il y a 12 compagnons. Les compagnons, je ne fais pas la distinction entre manœuvre, coffreur, chef d'équipe, etc. Mais donc ils sont 12 compagnons. Il y a un assistant chef de chantier, un chef de chantier, un conducteur de travaux et moi. Globalement, là, il y a un petit peu moins de 20 personnes pour construire le pont tous les jours. Le projet complet, il sera mis en service fin d'année prochaine. Donc là, le pont, lui, sera terminé un petit peu avant, le pont lui-même. Par contre, après, il y a encore tous les travaux, les extrémités, les ronds-points, etc., qui sont finis. Forcément, on attend que le pont soit complètement terminé pour faire les derniers raccordements aux extérieurs. Donc le pont, il sera fini un petit peu avant, mais la mise en service complète, ça sera fin d'année prochaine. Oui. Il est plus joli. Il n'y a pas la même structure, il y a toute cette structure en plus qu'on n'avait pas là-bas. Il y a la structure en poutre. Mmh. Les ouais. Je donnerai le mot exact. Puis il y a moins d'amortisseurs, il n'y en a que 2. Il y a moins d'amortisseurs, moins d'appareils d'appui. On les voit là-bas, là, les deux. Ouais. En effet, il n'y a que 2 appareils d'appui. La première grosse différence, et c'est ça qui va, entre guillemets, donner vie à toutes les autres différences. La première grosse différence, c'est la distance qu'on a entre les appuis. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, là-bas on avait des distances qui étaient très courtes. Ici on va avoir des distances entre les piles du pont de plus de 60 mètres, 64 mètres entre piles. Et comme on a des distances beaucoup plus grandes, forcément on a besoin d'une structure qui va moins fléchir, qui va porter beaucoup plus. Voilà. Alors après, la forme de la pile, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Ça c'est de l'architecture. Ce qui va changer, c'est l'espace entre les piles. Et c'est en effet le nombre d'appuis. Donc on les voit derrière ou derrière moi. On revoit les 2 appareils d'appui néoprène en noir. Là-bas, on en avait 6 sur les piles. Ici, on n'en a plus que 2. Donc là, la différence de base, c'est l'espacement entre les piles. Je rappelle, l'espacement entre les piles, c'est qu'ici, c'est pour s'intégrer un petit peu mieux dans l'environnement naturel. Et donc ensuite, comme on a des portées, donc quand on parle de distance entre appuis, on parle de portée. Ici, on est sur une portée de 64 mètres. Et donc, pour porter les camions, etc., qui vont être dessus sur 64 mètres, on ne peut plus travailler sur une structure comme on avait là-bas, avec un tablier qui fait 70 cm d'épaisseur. On va travailler avec une structure beaucoup plus haute. Mais du coup, on ne va pas faire... Là, elle fait, au total, tout compris, elle fait quasiment 3 mètres. Mais on ne va pas faire un tablier qui fait 3 mètres de béton, comme on aurait fait là-bas. Déjà, ça aurait été beaucoup trop lourd. Et en plus, il aurait fallu des quantités de matériaux et donc un coût financier beaucoup trop important. Donc on va épaissir le tablier, mais en même temps, on va essayer de l'alléger un peu. Et donc pour l'alléger, au lieu de faire... en fait, on va utiliser plus l'acier ici que le béton armé. Les grandes poutres, en gris clair qu'on voit, les 2 grandes poutres, ça c'est que de l'acier. C'est des poutres qui ont été fabriquées en morceaux de 30 mètres. Elles ont été fabriquées vers Tours, donc à 2h30 d'ici au nord. Elles ont été fabriquées en morceaux de 30 mètres dans une usine. Elles ont été livrées sur le chantier, là-bas sur la plateforme qui est derrière, qui est au niveau de la grue. Et ces morceaux de 30 mètres, on les a mis bout à bout. Hop, on a mis tous les morceaux de 30 mètres et on les a soudés ensemble. Donc on a reconstitué la matière pour que ces morceaux de 30 mètres, quand on les a mis tous bout à bout, ils puissent faire les 300 mètres du pont. Et donc tout ça, ça a été assemblé derrière, sur la plateforme qu'on devine un petit peu juste en contrebas derrière. Et au fur et à mesure où c'était assemblé, on l'a poussé, on a poussé la charpente. Finalement, ces 2 poutres qui sont poussées pour venir se mettre en place au-dessus de l'allier. Et donc quand on les pousse, en fait il y a des systèmes on va remplacer les appuis néoprène qui sont les appuis définitifs. À la place de ces appuis-là, on va mettre des appuis qui sont très glissants et on va faire glisser la charpente métallique, c'est une charpente métallique, hein. On va la faire glisser dessus pour la pousser et pour qu'elle arrive jusqu'au bout. Et une fois que la charpente elle est à sa place, et ben on va couler le tablier, donc le ourdi. Donc
Donc là on parle de ourdi parce que c'est dans un tablier, le tablier ici c'est la combinaison de la charpente métallique et du béton. Et donc le béton on appelle ça le ourdi. Il est coulé sur la charpente. Et donc ça a été coulé, ça a été terminé il y a pas très longtemps, là il y a 15 jours. Et donc celui-ci il a été coulé un petit peu dans le même principe que là notre outil qu'on avait tout à l'heure pour faire les long greens. C'est un outil qui est avancé et qui est coulé 10 mètres par 10 mètres. On a coulé 10 mètres de tablier par 10 mètres de ourdi béton. Et d'ailleurs on voit, il y a tous les 10 mètres, là on voit une trace un petit peu, là c'est la reprise de bétonnage. Donc ça a été coulé un jour, après on a déplacé l'outil, on a recoulé 10 mètres au fur et à mesure jusqu'à arriver tout au bout. Donc dans les différences, on a dit, on a du coup des grosses poutres. Donc, finalement c'est ces grosses poutres de charpente métallique qui vont elles supporter la quasi-totalité des charges. Le ourdi béton, finalement il va juste faire une plateforme de circulation et il va faire défendre les efforts qui descendent des camions, des voitures, etc. Le ourdi béton, il va les retransmettre dans les deux poutres. Donc pas de ça appui au milieu, hop le béton, il fait descendre les efforts dans la poutre. C'est vraiment la poutre qui va, elle, se reporter quand on est au plein milieu de la rivière, le camion est appuyé au milieu, l'effort, il faut imaginer que l'effort il descend dans le tablier en béton, hop, il part sur le côté et il descend dans la poutre. Et la poutre elle est suffisamment rigide pour pas que le tablier il descende de trop. Donc on a une poutre qui fait ici 2,60 m de haut. On a un tablier, un ourdi béton qui fait que 30 cm ici. On a 30 cm de béton plus 2,60 m de poutre. Là-bas on avait 70 cm de béton. On a en effet, alors on a des poutrelles qui sont perpendiculaires qui servent à contreventer, donc à stabiliser un petit peu la structure, qui elles sont définitives. Et on a les croix, vous avez la remarque tout à l'heure. Donc ça on appelle ça des contreventements. Donc c'est des barres de tension qui vont servir uniquement pendant les phases provisoires. Parce que quand on va pousser la charpente, quand on va couler le béton sur la charpente, il y aura des efforts provisoires qu'il n'y aura plus à terme. Ça va être des efforts de déplacement de la charpente qui sont un peu plus lourds. Les efforts quand on va travailler sur l'ouvrage sont plus lourds en fait quand on construit que quand on roule dessus. Et pour compenser ces efforts, on va rajouter ces barres qui vont renforcer le contreventement. Donc le contreventement, ça sert à brider en fait dans toutes les directions. C'est comment vous dire, c'est un appui en plus. C'est un appui en plus. Et une fois qu'on aura, donc là on va bientôt démarrer là à les enlever ces croisillons pour qu'il ne reste que la structure charpente métallique qui est en gris clair. Donc elle est en gris clair parce que donc elle est peinte, c'est de l'acier qui est assemblé à l'usine, qui est soudé. Une fois qu'il est tout soudé de partout, on le peint, on est dessus sur les moyens pour lutter contre la dynamique fluviale. Donc il faut imaginer que le lit de l'Allier au départ, c'est ce qu'il y a derrière nous. Quand on est arrivé sur le chantier, l'environnement qu'on avait là sous nos pieds, c'était la même chose qu'à côté. Donc un pont marécageux, très sableux, avec un peu des buissons. Et donc nous, pour pouvoir construire le pont, il y a deux choses. Il y a la phase provisoire pour faire les travaux et la phase définitive. Pour la phase provisoire pour faire les travaux, et ben pour construire tout simplement, on a fait ce remblai, on a remblayé ce qu'on appelle donc qui est sous nos pieds. On a fait une digue qui vient empiéter sur l'Allier. Et donc finalement, on a réduit le lit de la rivière. Donc là, cette digue, elle est de telle dimension qu'il reste suffisamment de place pour que l'Allier puisse s'écouler librement et que même si le niveau de l'Allier il monte, eh ben, ça ne fasse pas un bouchon. Donc on a commencé par construire cette digue et une fois qu'on a fait cette digue, finalement on est protégé. On a, si vous avancez un tout petit peu, vous verrez qu'il y a des gros cailloux qu'on appelle de l'enrochement. Vraiment c'est ces gros cailloux là qui vont éviter que la digue soit abîmée par l'eau et qu'elle soit maintenue pendant toute la durée du chantier. Une fois qu'on aura terminé les travaux, on va démonter cette digue, on va rendre tout le lit de l'Allier tel qu'il était avant. C'est-à-dire qu'on va démonter cette digue, on va retrouver à peu près ça, donc il n'y aura pas encore tous les arbres, il faudra un petit peu de temps pour que ça pousse, mais dans 5 ans ou 10 ans, et bien en fait sous le pont vous aurez exactement la même zone qu'on appelle la zone de ripisylve ici, vous aurez la même chose sous le pont, et donc finalement après la lutte contre elle va être tout gérée par la pile. La pile est dimensionnée pour reprendre les poussées de l'eau. Donc on va rajouter des armatures par exemple pour que la pile elle soit capable de supporter alors
la puissance de l'eau, mais aussi les chocs d'embâcle. Ce qu'on appelle une embâcle, c'est un tronc d'arbre par exemple. Un tronc d'arbre qui va s'abattre parce que qui va tomber dans l'eau parce qu'il y a eu une tempête, il y a quelque chose, il y a un arbre qui est tombé, il va se retrouver dans l'eau. Quand on va avoir une crue, que le niveau de l'allier va monter, l'arbre il va être trimballé et il est possible qu'il vienne taper contre la pile. La pile elle est prévue pour ça, elle est renforcée pour permettre pour supporter ces chocs. Et donc après on a aussi, vous voyez là, on a une enceinte de la pile qu'on appelle un bâtardeau. Et donc ce bâtardeau il descend à peu près à 15 ou 16 mètres sous nos pieds. Et donc ce bâtardeau en fait il va former une enceinte à peu près étanche et il va permettre de contenir tous les matériaux qui servent à la fondation de l'ouvrage. Parce que si on n'avait pas cette enceinte, en fait aujourd'hui on a fait une fondation sur les matériaux qu'on a sous nos pieds, en dessous de la digue encore. Et si on les avait pas protégés avec les pales planches, et ben en fait l'effet du temps et le ruissellement des eaux, en fait les matériaux qui sont en dessous de la fondation, ils pourraient s'en aller. C'est du sable, c'est très léger. Le sable, en fait, l'allié central est à l'intérieur. Quand il a été bien mélangé à la centrale va filer dans la cuisse du camion. Le camion il va continuer à faire tourner pour mettre le béton et le hydrogène. Et après, comme ça arrive sur le béton, on doit une vide, ce qu'on appelle la benne à béton. Cette benne qui va nous permettre de les mettre en place dans la zone qu'on est en train de trouver. Vous voyez, il y a une boulotte et il y a deux cordes. Donc en fait, les compagnons des ouvriers qui sont là-haut vont mettre la boulotte pour la mettre juste au-dessus de là où ils veulent bétonner. Et ils vont utiliser les deux cordes. Les cordes, elles servent à ouvrir